Bonjour et merci de revenir parmi nous. Nous sommes avec Antoine Le Garec. Merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée ICI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters qui travaillent sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Vous êtes Antoine Le Garec, directeur général de la division pêche et services du groupe Le Garec, secrétaire de Boulogne Port Entreprise et président du fonds de dotation de Nausicaa. Alors, l'histoire familiale du groupe Le Garec est indissociable du monde de la pêche. L'armement Le Garec a été fondé en 1930 à Boulogne-sur-Mer et est devenu un acteur de référence de la filière des produits de la mer. Pas seulement à Boulogne, puisqu'aujourd'hui implanté sur d'autres territoires. Le groupe a su s'adapter et se diversifier pour évoluer. Première question, si vous le voulez bien. En quoi consiste votre activité en France métropolitaine et dans les TAF, terres australes et antarctiques françaises? Alors au niveau de pêche et services, en fait on est un petit peu répartis sur toute la chaîne agroalimentaire, que ce soit de la partie pêche, la partie transformation et la partie entreposage frigorifique. Par contre on a plusieurs implantations, donc en métropole on est implanté à Dunkerque, à Boulogne et à Dieppe, et on est aussi implanté en Outre-mer à l'île de la Réunion où on a également un bateau de pêche, un entrepôt frigorifique et un atelier de conditionnement. Tout ça, ça fait à peu près 450 personnes. Et donc du coup vous me demandiez quelles activités on avait en Outre-mer, c'est ça ? Donc en fait, à l'île de la Réunion, on exploite deux bateaux, un bateau de pêche et un patrouilleur des affaires maritimes. Un bateau de pêche qui va pêcher un poisson qui s'appelle la légine, qui est situé dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est un poisson de fond, donc on pêche entre à peu près 800 et 2000 mètres de profondeur, qui est particulièrement apprécié en fait des marchés asiatiques et américains. Donc malheureusement, on l'a pas beaucoup en Europe. Et on a donc aussi en exploitation un autre bateau, donc le patrouilleur dont je parlais, pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de l'armée, où en fait on fait du contrôle et de la surveillance des pêches au niveau des terres australes et antarctiques françaises et aussi au niveau des îles Éparses. Parfait. Alors j'aurais donc une seconde question à vous poser. Pouvez-vous nous présenter vos activités de légine dans la région et du coup comment elles se démarquent des autres flottes de pêche qui s'y trouvent? Alors en fait, la particularité de la pêche à la légine, c'est une pêcherie où on est impliqué depuis 25 ans. C'était une pêcherie qui habituellement était effectuée au chalut. Et en fait, c'est l'une des premières pêcheries françaises qui a complètement switché du chalut à la palanque de fond. Donc en fait, on a dû complètement revoir le mode d'exploitation du poisson. Ensuite, c'était une pêcherie qui était particulièrement impactée par la piraterie, notamment des bateaux asiatiques, espagnols ou sud-américains, où on a réussi à se fédérer en fait avec les autres opérateurs pour organiser une lutte contre la piraterie. Et donc c'est en l'occurrence pourquoi nous on a l'opération sur le patrouilleur des affaires maritimes pour contrôler les pêches. Et c'est une pêcherie qui pendant 20 ans n'a cessé d'évoluer au niveau de son impact environnemental. En fait si vous voulez, par exemple, au moment de l'action de pêche, on avait beaucoup de captures d'oiseaux parce que les oiseaux venaient manger les appâts sur les lignes. Donc en fait, on a développé tout un système pour limiter les impacts des oiseaux. Une première toute bête, ça a été en fait de nous limiter à filer la ligne d'hameçon uniquement pendant la nuit, ce qui évitait qu'en fait, de jour, les oiseaux viennent. Bon. Et en vrai, on a mis aussi des lignes pour effaroucher les oiseaux. Après, on a essayé de limiter notre impact en termes de taille de poisson. Donc, on a développé des hameçons de plus en plus gros qui nous ont permis de limiter les captures de petites légines. On s'est aussi interdit de pêcher à une certaine profondeur, justement là où il y avait le plus de petits poissons. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les captures accessoires de raies pour essayer de limiter les captures de raies qui voilà, c'est un peu une espèce emblématique, la raie, et même si les captures et la biomasse finalement se portent bien, il est important de limiter finalement ces captures-là parce que c'est pas l'objet de la pêcherie vu qu'on se concentre sur la légine. On a un autre sujet qui est de travailler sur la déprédation.
puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les orques et les cachalots étaient particulièrement attentifs à nos bruits de moteur et bruits d'hélice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils nous entendaient, ils savaient très bien qu'ils avaient un garde-manger facile à disposition. Et donc du coup, dès qu'on virait les lignes, ils se retrouvaient à nous manger absolument tout. Donc là, le but du jeu, c'est de travailler un peu à limiter notre impact sonore pour ne pas les attirer. Donc voilà, c'est une pêche qui est vraiment très performante, ou en tout cas qui s'est beaucoup développée sur la limitation de son impact environnemental. Là aussi, par exemple, on est en train de travailler sur un système de kite, aussi bien pour limiter la consommation de carburant, que justement pour limiter le bruit sonore, parce qu'on se dit aussi que le fait de ne pas faire de bruit nous aidera peut-être à limiter notre impact. Et donc sur le même sujet, la légine est une espèce particulière de par son métabolisme, sa longévité, sa taille et sa maturité sexuelle tardive. Malgré les efforts de la profession pour assurer la durabilité de cette pêche, les derniers chiffres vous inquiètent, puisque les captures ont connu une baisse de 7% la saison dernière. À quoi cela est-il dû selon vous, et qu'entendez-vous concrètement des gestionnaires et des politiques ? C'est une très bonne question. Donc en fait, on essaye de travailler non pas avec l'Ifremer, parce que l'institut qui est en charge de l'évaluation scientifique du stock dans cette zone-là, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Donc on essaye de travailler avec eux pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse à part se dire que c'est sans doute une des conséquences du réchauffement climatique. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas que de la légine au niveau des terres australes et antarctiques françaises. On en a aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Géorgie du Sud, en Afrique du Sud. Et en fait, en se regroupant les uns avec les autres, on s'est rendu compte que la tendance était exactement la même sur toutes ces zones géographiques. Mais autrement, oui, je pense que le réchauffement climatique doit jouer forcément sur la nourriture qu'ils mangent, et donc à un moment donné, il se trouve que là, on a une petite faiblesse sur la biomasse. Bon, c'est naturel, hein. Il y a toujours des hausses et des baisses comme ça aussi sur d'autres pêcheries. Maintenant, le TAC a été diminué en conséquence. Là, vous parliez de 8%. Maintenant, on sait que pour l'année prochaine, ça va être 15%. Donc, on adapte. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends des pouvoirs publics ? C'est que finalement, en contrepartie, ils adaptent aussi le nombre d'opérateurs qui puissent être autorisés à pêcher cette espèce-là. Parce qu'arrivé à un certain moment, si vous avez moins de quotas, forcément, vous avez moins de rentabilité. Alors, ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas être indéfini. Merci beaucoup. Vous avez été à l'initiative d'une étude avec Sébastien Abyss sur l'attractivité de Boulogne et de Capécure. Quelles conclusions tirez-vous de cette étude, et avez-vous des scénarios ambitieux pour améliorer l'attractivité du territoire ? Alors, on a plein de conclusions sur cette étude avec Sébastien Abyss. Il faut savoir que ce qui est le plus revenu et qui est relativement étonnant, c'est que finalement, les gens sur la zone de Capécure souhaitaient vraiment qu'on insiste aujourd'hui sur le fait que Boulogne est le premier centre de transformation des produits de la mer. Et peut-être plus que sur le fait que ce soit le premier port de pêche. Moi, c'est peut-être quelque chose qui m'a le plus interpellé, parce que je pensais que tout le monde avait justement cette fierté de conserver le rôle de premier port de pêche. Mais en fait, c'est aussi la fierté d'avoir réussi à se renouveler, justement du fait de la diminution des apports et des débarquements. Il faut savoir qu'au début des années 80, on débarquait entre 120 000 et 150 000 tonnes. Aujourd'hui, plus de 30 000. Donc heureusement qu'on a réussi à diversifier notre production et notre transformation, sinon il y aurait beaucoup d'emplois qui seraient pas là. Ce qui est ressorti aussi de l'étude, c'était de travailler sur l'attractivité de la zone pour vous les jeunes, pour réussir à attirer les meilleurs profils pour nos entreprises. Et dans les scénarios ambitieux, une des premières conclusions qui a été faite, c'était de réussir à mieux travailler avec Nausicaa, par exemple, qui est un gros facteur d'attractivité pour Boulogne et pour la zone. Donc en fait, on essaye de travailler avec les équipes sur justement la création par exemple d'un bar au niveau de Nausicaa qui aurait un lien avec Capécure pour expliquer un petit peu plus ce que font les entreprises sur la zone. Dans les autres sujets ambitieux, on essaye de travailler de plus en plus avec
la région pour essayer de voir un petit peu comment on pourrait développer justement l'attractivité des métiers de la zone, qui sont des métiers indispensables. On l'a vu pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ne suspectaient pas qu'il y ait autant de gens qui travaillent encore pendant le Covid sur la zone de Capécure. Dans les autres scénarios ambitieux, il y a forcément tout ce qui est développement durable, donc réussir à finalement accompagner les pouvoirs publics sur des scénarios de décarbonation, d'économie circulaire. C'est des sujets qu'on a priorisés. Le premier, c'est l'attractivité. On se rend bien compte que demain, ce qui va manquer à Capécure, c'est des bras et c'est des compétences. Donc du coup, ça a vraiment été notre priorité. On va aussi travailler sur des scénarios de robotisation, d'automatisation, d'intelligence artificielle, parce que il y a aussi des métiers qui sont tellement difficiles. On sait très bien qu'on aura beaucoup de difficultés à recruter, mais heureusement, le monde moderne fait qu'on va pouvoir s'adapter. Merci beaucoup. Ensuite, pensez-vous que l'année de la mer et l'UNOC qui a eu lieu en juin dernier à Nice ont été utiles pour les villes portuaires comme Boulogne ou pour la santé des océans en général? Alors oui, moi je pense que ça a été utile. Il faut savoir qu'on était beaucoup, si je mets ma casquette de pêcheur, à être très inquiet de l'UNOC. Notamment par rapport aux aires marines protégées, l'interdiction du chalutage dans les aires marines protégées ou bien l'interdiction du chalutage tout court. On a été agréablement surpris de voir à quel point on était défendu, même par le président de la République Emmanuel Macron. Je pense qu'au niveau de la profession, il y avait une émission qui s'appelait Océan, où il se retrouvait finalement seul, interviewé par 4 ou 5 personnes, mais aucun professionnel de la pêche, aucun scientifique de la pêche. Pour autant, il a rappelé à quel point le chalutage était important. Aussi pour l'activité territoriale, l'activité des territoires et donc l'activité des ports. Donc moi je suis satisfait parce qu'il a réussi à avoir un discours comme l'Ifremer, adapté, en disant bien sûr qu'il y a des zones qu'il faudra que le chalutage évite. Par contre, il faut que ce soit justifié. Donc laissons faire les scientifiques, et c'est là où c'est important de laisser faire les scientifiques pour juger de la nécessité ou non de fermer complètement certaines zones de pêche. Donc oui, je pense que ça a été très important pour bon nombre d'emplois. Merci. Et je vais enchaîner avec la dernière question. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi engagé dans la protection des océans, puisque vous êtes le président du fonds de dotation de Nausicaa, qui soutient des projets en lien avec la préservation des écosystèmes marins, la recherche et l'innovation. Et donc, comme vous avez une double casquette en tant qu'armateur de pêche et de défenseur de la préservation des océans, est-ce que vous êtes parfois tiraillé entre les attentes économiques et les exigences environnementales? C'est ça. Oui, il faut savoir que je me suis beaucoup posé la question, et j'ai aussi beaucoup posé la question aux différents membres du fonds de dotation quand on m'a proposé de prendre la présidence. Est-ce que c'est vraiment bien que ce soit quelqu'un qui soit de la pêche qui prenne la présidence, surtout qu'ayant différentes activités, on était plutôt considéré comme une entreprise capitalistique, industrielle. Donc ça pouvait avoir des répercussions négatives. Bon, je pense que ce qu'ils ont répondu, c'était aussi moi ce que j'attendais de leur part. C'est-à-dire que non, c'était plutôt bien, parce que justement, nous, on a une entreprise, comme on le rappelait, qui a un siècle d'existence dans la pêche. Donc ça montre que la durabilité de la pêche est faisable. Ils savaient également qu'on était très engagés au niveau de la RSE. Là, il faut savoir qu'au niveau du groupe, on s'est engagé dans la CEC Océan, donc la Convention des entreprises pour le climat, où on essaye de se remettre justement en question aussi par rapport à nos impacts et par rapport à l'environnement. Donc même si des fois, je me pose encore la question, je vois hier, on avait fait une projection au niveau du Mégarama de Boulogne d'un documentaire qui s'appelle Pêcheurs 2.0. Je m'étais dit, bah, tiens, est-ce que c'est vraiment bien malgré le fait que ce soit un documentaire très intéressant sur une pêcherie qui était considérée comme complètement surexploitée, le thon rouge en Méditerranée. Et en fait, le film explique finalement tout ce qui a été mis en place en termes de quotas, en termes d'observateurs, en termes de diminution de l'effort de pêche pour améliorer finalement la vie du pêcheur dans son environnement.
Donc maintenant je suis tiraillé, mais moins longtemps qu'avant. Donc je me pose quand même la question, mais en général je suis plutôt assez confortable. Écoutez, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Ça a été un plaisir de faire cet entretien avec vous. Et on vous retrouve dans quelques minutes pour une prochaine interview.